Échos. 8h45, se voir, décidément ça change tout. Le voyage surprise de Volodymyr Zelensky en Europe va-t-il changer la donne en Ukraine face à la Russie? Réponse, peut-être dans quelques heures, dans quelques semaines en tout cas, alors que les états-majors bruissent de rumeurs sur une nouvelle offensive massive des Russes au printemps, peut-être même beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit dans les semaines qui viennent. En tout cas, ce n'est que la seconde sortie en un an du président ukrainien après un déplacement aux États-Unis. C'était juste avant Noël. Zelensky a ému les parlementaires britanniques en demandant des ailes pour protéger la liberté, comprenez évidemment des avions de chasse. Que va-t-il obtenir des 27 tout à l'heure à Bruxelles? Il va s'exprimer en plénière extraordinaire à 10h. On en parle ce matin avec nos deux plumes du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Et Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Alors, Volodymyr Zelensky, qu'a-t-il obtenu à ce stade? Bon, moins qu'il n'espérait sans doute, puisqu'il pensait repartir de Londres avec des avions de chasse. Mais bon, il a cette promesse de formation de pilotes ukrainiens aux normes de l'OTAN. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer cet après-midi, en tout cas ce matin, pardon, Carole, du côté de Bruxelles? On attend évidemment un discours émouvant, des applaudissements, mais derrière, quelles annonces possibles? Il faut quand même s'arrêter déjà sur la visite, enfin l'accueil qui lui est réservé, parce que ça marque quand même un tournant, notamment de la part d'Emmanuel Macron, pas forcément de la part des États-Unis qui avaient déjà reçu Zelensky juste avant Noël, je crois. Le 22 décembre, exactement. Voilà, Joe Biden avait quand même, disons, inauguré la séquence, et ensuite il a été reçu également à Londres par le roi Charles III, par le Premier ministre, etc. Exactement. Donc, c'est quand même très symbolique, déjà. Ça acte un genre de tournant, et encore plus avec... lequel? Vous dites un tournant pour et Macron. surtout avec la France, le tournant, parce que on se souvient que pendant assez longtemps, Emmanuel Macron répétait volontiers qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Ce discours-là, semble-t-il, est derrière. A-t-il pour autant tort, Emmanuel Macron, lorsqu'il disait cela? Non, il n'avait pas forcément tort, parce que la Russie ne va pas disparaître du globe. Donc, un jour ou l'autre, de fait, il faudra tenir compte de la Russie, et comme on le sait... Les milieux militaires américains disent quand même il faut que la Russie perde, mais pas trop. Oui, c'est jamais très très bon qu'un pays soit humilié. Enfin, on se souvient de ce que ça a donné dans le passé après la Première Guerre mondiale. Bien sûr, le traité de Versailles, 18, etc. Bien entendu. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la France a changé d'attitude. D'ailleurs, Zelensky le dit lui-même dans une interview au Figaro aujourd'hui. Ah oui, il a cette phrase, je crois que Macron a changé pour de vrai cette fois. Oui. C'est bien qu'il nous donne la recette. Oui, c'est vrai qu'il tient plus tout à fait le même discours. Il le reçoit en grande pompe, il l'accompagne à Bruxelles. Oui, ça marque vraiment un virage, moi je crois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi. Alors, ça bouscule considérablement l'ordre du jour qui était prévu au sommet européen. On devait parler de l'IRA. Vous savez, c'est ce grand plan d'aide à l'industrie américaine pour se décarboner. Ça tétanise les milieux industriels européens. Ça devait être le sujet numéro 1. On devait parler aussi d'immigration. Finalement, tout ça est bousculé par la venue de Volodymyr Zelensky, qui aurait pu peut-être venir à Bruxelles plus tôt, en tout cas avant Londres, parce que quand on regarde les comptes, Charlotte Dornelas, ça c'est intéressant. Les États-Unis, 100 milliards d'aides à l'Ukraine à ce stade. L'Europe a moins donné que les Britanniques en termes d'armes. En revanche, c'est 68 milliards d'aides que les Européens ont versé à l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de 5 milliards en plus des armes par mois pour vivre, pour tenir son budget d'État. Et là, on ne peut pas dire que les Européens étaient absents. Ils ont même été les plus gros donateurs, je crois, Charlotte Dornelas. Il y a une forme d'ingratitude de Zelensky vis-à-vis des Européens, pensez-vous? Il y a une forme d'intérêt bien compris. C'est-à-dire que là, ce qu'il veut en ce moment, c'est à la fois sur le terrain avoir ses chars. Enfin, il est dans l'optique là, armes et armes lourdes pour poursuivre sa guerre. On voit bien. Et il avait plus de chance. Enfin, la guerre de Vladimir Poutine peut-être, parce qu'il s'en serait sans doute passé. Pour poursuivre la guerre, enfin la guerre qu'on lui mène, mais pour poursuivre la guerre qu'il mène aussi, par la force des choses. Pardonnez-moi, je pinaille, vous avez raison, continuez, je vous laisse dérouler. Et en réalité, il avait plus de chances d'avoir un accueil favorable à Londres
précédemment, qu'à Bruxelles, peut-être pas, mais à Bruxelles, il faut négocier aussi avec les gens qu'on voit, c'est-à-dire les chefs d'État individuellement. Et on voit, moi vous dites, Emmanuel Macron a beaucoup changé. Il a changé de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il a changé de prisme. Avant, il nous parlait, en effet, il ne faut pas humilier la Russie. Il avait dans son discours, il y avait une grande place pour ce qu'allait devenir la Russie dans ce conflit. Il ne parle plus de ça, mais c'est quand même le seul qui insiste à ce point sur la question de la paix. Quelle paix on va... Simplement, quand je dis il a changé de vocabulaire, c'est beaucoup plus confus. Oui. C'est-à-dire que tout le monde tourne autour du pot en réalité, mais d'ailleurs c'est vrai ailleurs qu'à Paris. Tout le monde tourne autour du pot. Il y a Zelensky qui demande très précisément ce qu'il veut, et les autres qui disent oui, attention, qui temporisent un peu les demandes qui sont faites notamment sur les avions, qui parlent d'accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire, mais personne n'ose définir ce qu'est la victoire de l'Ukraine aujourd'hui. Oui, moi j'ai quand même l'impression que ce discours accompagner l'Ukraine vers la victoire, c'est un discours de motivation, parce que l'analyse stratégique qui est faite est la suivante, je pense. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le temps joue pour les Russes, ils ont la masse pour eux, ils ont le temps pour eux, le dégât économique, il est plutôt du côté de l'Ukraine que des Russes. Et finalement, voilà, le pourrissement qui est en train de se mettre en place est défavorable aux Ukrainiens, d'où cette nécessité de surge, c'est-à-dire de donner plus d'armes pour accélérer. Mais d'ailleurs, Zelensky lui-même parle dans son interview, il parle beaucoup du temps. Oui. Il est obsédé par le temps. Absolument, il est obsédé par le temps. Il n'y a pas 60 secondes dans une minute. Et exactement, qu'une seconde vaut beaucoup plus qu'une seconde dans ce qu'il vit et dans ce que vit le peuple ukrainien, et que donc il y a urgence. Bon, maintenant, est-ce qu'il sera entendu? C'est toute la question, parce que oui, Charlotte disait à juste titre que personne ne définit exactement ce que pourraient être les conditions d'une paix. Et, est-ce que ce sera une paix aux conditions des Ukrainiens, c'est-à-dire avec les frontières ukrainiennes, avec la Crimée surtout. Et la Crimée, dont Zelensky rappelle dans son interview qu'il n'a jamais pu aborder ce sujet avec les Ukrainiens, comment dire, quand ils ont parlé des accords de Minsk, avec les Européens, qui n'étaient pas avec les Européens, excusez-moi. Avec Angela Merkel et Emmanuel Macron. Que c'est un sujet qui était inabordable. On lui répondait toujours non, plus tard. Oui. Donc oui, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que c'est qu'une victoire? Ça reste à définir. Alors ce matin, dans les pages du Figaro Vox, l'ancien ministre de la Défense, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, comment s'appelle-t-il déjà? Pierre Lelouch, pardonnez-moi, publie une longue tribune dans laquelle il explique son point de vue assez pessimiste sur le cours des choses. Il dit, il ressent les choses, et on est dans un vrai climat d'été 14 avec ses déclarations martiales sur l'Ukraine va gagner, etc. Et lui, sa prévision, sa prédiction, si je puis dire, c'est que ce climat de pourrissement qui oblige les Européens, les Occidentaux à donner toujours plus d'armes à l'Ukraine nous entraîne irrémédiablement vers la co-belligérance. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si les Russes se sentent battus, vont-ils attaquer la Pologne? Et s'ils attaquent la Pologne et qu'il y a une riposte OTAN, que va-t-il se passer? Y aura-t-il déclenchement d'armes nucléaires? Bref, il est obsédé par cette inquiétude d'un engrenage infernal vers la guerre totale, Charlotte Dornelas. Et puis Pierre Lelouch a pour lui l'avantage de la cohérence depuis le premier jour de cette guerre, c'est-à-dire qu'il prévient justement sur la question de l'engrenage et le risque d'engrenage à nos portes en l'occurrence. Mais il y a beaucoup de personnes ou même de personnalités politiques, et là je pense notamment dans les autorités européistes, quand vous vous enfermez dans un discours moral sur la guerre, c'est un piège en fait. Vous ne pouvez plus derrière avoir la moindre retenue, donc vous vous empêchez d'aborder le seul sujet qui compte, à savoir pourquoi exactement, quel est le but de ce soutien dans la guerre, c'est-à-dire quand est-ce que l'Ukraine considère avoir gagné, tout en n'ayant pas une humiliation totale de la Russie qui risque de se retourner contre non seulement l'Ukraine, les pays voisins qui le savent très bien, qui sont dans une panique. Je dis pas que c'est simple. La peur que la guerre s'étende doit-elle nous faire vouloir la victoire de la Russie? Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est d'autant plus compliqué qu'on mélange en permanence le discours de réalisme, on va dire, par rapport à l'agression russe initiale et à la défense ukrainienne, à une espèce de moraline. Enfin, je veux dire, Ursula von der Leyen, il faut l'écouter. Je suis pas sûre qu'elle soit très spécialiste de la guerre, ce qui n'est pas un reproche, mais dans ces cas-là, on s'abstient, on va dire. Oui, mais le réalisme conduit aussi à dire que la Russie, qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller la Russie. Et de ce point de vue-là, oui, les Occidentaux sont obligés de tenir compte aussi des visées de la Russie. Bien sûr. On ne sait pas ce que veut Poutine exactement. Jusqu'où il est prêt à aller.
Il y a cette très belle phrase, je la donne quand même de Volodymyr Zelensky dans son entretien au Figaro. Il dit la chose suivante, ça m'a touché personnellement. Cette guerre a prouvé que les nations ne sont pas toujours instables et hésitantes. Elle a prouvé la force et l'importance des populations qui influencent leurs dirigeants. Parfois, les gouvernements hésitent, mais alors les peuples poussent. C'est quand même une phrase, je trouve, assez puissante de la part du président Zelensky. Ça vous inspire? Une phrase d'un dirigeant de l'Est. Ouais. C'est la phrase des petites nations, quoi. Non, mais c'est très beau, c'est magnifique. Puissent nos dirigeants prendre de la graine. Il parle de souveraineté populaire. Bien sûr, évidemment qu'il parle de souveraineté populaire. Il parle de souveraineté tout court. D'ailleurs, c'est l'enjeu de cette guerre. Oui. C'est ce qui est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant pour nous dans la partie ouest, on va dire, de l'Europe, c'est que tous nos gouvernants ont pris fait et cause, tous nos artistes, toutes nos autorités morales ont pris fait et cause pour une guerre d'une nation qui essaie de se défendre à la fois dans ses frontières, dans sa souveraineté, dans sa défense culturelle, dans son identité finalement. Donc oui, c'est sûr que là, dit comme ça, c'est étonnant pour nous. Mais c'est bien, ça nous servira peut-être de modèle. Hein, voilà. Il y a quand même une violation de frontières. Ouais. Bien sûr, évidemment. Totalement. En compte rendu, en tout cas, de ce discours attendu vers 10h en séance plénière de Volodymyr Zelensky sera tout à l'heure dans Europe Midi. Il nous reste 2 minutes, Carole Bargeon, pour évoquer très rapidement la réforme des retraites. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose à l'Assemblée nationale hier. Une nouvelle date est prise, en tout cas, pour la mobilisation dans la rue. C'est jeudi prochain. On va jouer longtemps comme ça à saute-mouton, vous pensez ? Écoutez, on prend une date et puis dans une semaine et puis on se revoit dans 10 jours. C'était la stratégie arrêtée par la CFDT au départ, qui parie sur le fait qu'il y a une forte mobilisation, et pas seulement de la fonction publique comme d'habitude, mais aussi des salariés du privé, et que cette mobilisation devait faire pression sur les parlementaires, et à charge pour ces parlementaires de faire pression sur le gouvernement. Pour le moment, ça a plutôt marché. Bon. Toute la question, c'est pour la suite, parce qu'on voit que la mobilisation a un peu décru, que Laurent Berger lui-même est en train de durcir sensiblement un peu son discours. Voilà, donc est-ce que c'est une menace parce qu'il voit bien que probablement la stratégie de la mobilisation, si elle décroît, ça va pas suffire. Réponse la semaine prochaine. Voilà. Et Laurent Berger, c'est la une de l'Obs cette semaine. Absolument, c'est la clé Laurent Berger. La clé Berger, merci. Je cherche un jeu de mots, je ne l'ai pas. Merci Charlotte, on est là, Valeurs actuelles. La une de Valeurs aussi. Alors c'est sur la haine antimilliardaire. On y est, on est en plein dedans sur fond de Total. Merci pour moi, merci beaucoup. 8h05. Bonne semaine à vous.